Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. La session d'aujourd'hui a pour objectif de vous présenter le CPF du point de vue d'un organisme de formation et la démarche pour être éligible. Mais passons d'abord la parole au pilote du programme, Jean-Jacques Bonneau. Merci Guy. Bienvenue à tous à cette nouvelle session du programme Entraide 7, numéro 7 de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre « Le CPF est-il fait pour votre organisme ?» Alors, pourquoi ce sujet, pourquoi ce titre? Vous le savez sans doute, le CPF, le compte personnel de formation, actuellement flambe. Le nombre de formations financées par CPF a pratiquement doublé entre 2019 et 2020, passant de environ 510 000 à quasiment 1 million. Et ça, c'était sur la période 2019-2020. Et ça a continué à flamber en 2021, puisque sur le premier semestre 2021, nous avons eu autant de dossiers sur 6 mois que dans toute l'année 2020, donc de l'ordre de 1 million. Donc, face à cette demande qui explose, premièrement, d'une part, l'offre, et c'est bien légitime, se structure, se diversifie et se multiplie, mais d'autre part, en deuxième point, les instances de tutelle essayent de réguler le marché et en régulant le marché, l'accès des organismes d'information, le contenu et la qualité du catalogue offert aux utilisateurs. Ils jouent leur rôle de régulateur. L'enjeu du webinaire d'aujourd'hui est de vous donner les éléments de réflexion vous permettant aux uns et aux autres de déterminer si, pour vous, organisme de formation, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pour nous parler de ce sujet très technique, une spécialiste, Delphine Battles, elle est formatrice et consultante, et elle est notamment consultante en matière de certification de formation professionnelle, vers laquelle certification elle a accompagné de nombreux OF. Delphine est par ailleurs membre de la FQP PACA. Elle est co-animatrice d'un groupe de travail sur la qualité dans la formation. Delphine, dans sa présentation, sera accompagnée par un de ses clients, Éric Poussard, lui-même consultant en sophrologie. Et Éric vient de faire certifier récemment une de ses formations et va nous apporter son témoignage en retour sur l'expérience de cette certification. Je vais laisser le soin à Delphine de nous donner le plan de son intervention. Sachez qu'à la suite de sa présentation et du témoignage d'Éric, il y aura une séquence de réponses aux questions que vous leur aurez posées, comme le disait tout à l'heure Guy, par chat. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et Delphine, je te passe la parole, c'est à toi. Merci Jean-Jacques. Donc, bonjour à tous. Effectivement, on a choisi cette thématique parce qu'elle est assez d'actualité, c'est ce que l'on a vu. Et aussi, c'est une volonté que j'ai eue, nourrie par toutes les demandes que je peux avoir de la part soit de mes clients, soit de prospects sur cette question d'éligibilité des formations au CPF. Et parce qu'il y a encore beaucoup de confusion sur le sujet. Donc, voilà, c'était vraiment l'objectif de ce webinaire. Donc, la première partie, ça va consister à vous expliciter, si vous ne le savez déjà, donc quelles sont les formations qui sont éligibles à ce fameux compte personnel de formation. Ensuite, comment on peut avoir des formations inscrites au compte personnel de formation. Donc, on va dire plutôt les démarches, les options possibles. Et enfin, quelles vont être les phases d'un projet de création de certification et donc les sous-étapes de votre futur projet. Donc, par rapport à ça, le point de départ, effectivement, c'est de comprendre donc, quelles vont être les formations que l'on peut rendre éligibles au CPF. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là, sont des formations certifiantes. Alors, au-delà des mots, la notion de certification a un impact fort
Donc, en fait, une formation certifiante, c'est une formation donc un parcours de formation qui va conduire à la délivrance d'une certification. Donc, forcément, derrière, l'autre question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'une certification? Alors, il y a deux types, on va dire, de certification. Il y a ce qu'on appelle les certifications tout court, certification habilitation, qui concernent davantage les compétences d'un individu, enfin, une compétence transversale ou complémentaire à un métier d'un individu, et là, qui va viser son emploi. Donc, par exemple, le Covid a fait émerger chez chacun d'entre nous de nouvelles compétences digitales. Donc, moi, par exemple, j'étais une formatrice en présentiel et je suis devenue une formatrice en distanciel. Donc, j'ai développé mes compétences digitales. Donc, la notion de compétence digitale est une compétence complémentaire à mon métier de formatrice. Vous voyez, ce n'est pas directement un métier. Après, on a la notion de certification professionnelle qui, elle, vise tout particulièrement un métier. Et donc là, ça serait par exemple une certification professionnelle de formatrice. Donc, j'exerce le métier de formatrice. Et là, pour exercer ce métier, j'ai besoin de plusieurs compétences et donc c'est la notion de bloc de compétences. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les formations qui vont pouvoir être éligibles à ce fameux compte personnel de formation sont des formations, des parcours de formation qui vont conduire à la délivrance soit d'une certification de compétences visant l'emploi des gens, soit une certification professionnelle, donc visant l'apprentissage d'un nouveau métier. Donc ça, c'est déjà un premier point à vous clarifier. Alors après, pour être inscrite au CPF, il y a différentes façons de faire, on va dire, d'enregistrer nos formations au CPF. Donc la première solution va être de demander l'enregistrement dans un des répertoires nationaux auprès de France Compétences. Donc, il y a deux répertoires chez France Compétences. Il y a le premier, donc c'est le répertoire spécifique, donc RSCH, c'est répertoire spécifique des certifications et habilitations. D'accord? Donc, celle qui vise justement la compétence complémentaire ou transversale à un métier. Donc, la compétence transversale étant un peu tout ce qui a trait aux soft skills, c'est-à-dire le management. Ce n'est pas propre à un métier, c'est une fonction transversale. Et après, donc, le deuxième répertoire, c'est le répertoire RNCP, donc répertoire national des certifications professionnelles qui là vise un métier, un ou des métiers. Donc ça, c'était la première solution pour faire inscrire, donc pour pouvoir prétendre à avoir une formation inscrite au CPF, c'est d'être enregistré, d'avoir la formation, le dispositif de certification enregistré dans un des deux répertoires, donc que je viens de vous dire, RSCH ou RNCP. La deuxième solution, c'est de devenir partenaire d'un organisme certificateur, c'est-à-dire d'un organisme qui a déjà une formation enregistrée dans un des deux répertoires que je viens de vous dire juste avant. Et on peut être partenaire à deux niveaux, donc enfin même à trois, j'ai envie de vous dire. Soit vous pouvez obtenir la délégation de cet organisme certificateur pour la mise en œuvre de la formation uniquement, voire pour l'organisation des épreuves d'évaluation uniquement. Donc là, c'est ce qu'on appelle les centres d'examen. Soit pour faire les deux, c'est-à-dire vous avez de la délégation de l'organisme certificateur pour mettre en œuvre la formation et pour organiser les épreuves d'évaluation. Donc ça, c'est la deuxième option. Alors, je souhaite attirer votre attention sur, en fait, une option qui n'en est pas une, mais que beaucoup d'organismes semblent avoir utilisée eu égard à certaines interpellations que j'ai d'organismes qui reçoivent des courriers de France Compétences leur demandant tout bonnement de retirer toute leur offre du CPF, c'est, on va dire, tout ce qui concerne un peu la création et la reprise d'entreprise. Voilà. Donc, je vais faire un petit focus là-dessus, même si ce n'est pas directement l'objet du webinaire. Ça m'apparaît vraiment important de vous alerter sur ce fait. Donc, France Compétences, au regard de, si vous voulez, quand il y a eu la plateforme du CPF qui a été créée, pour faire suite à la mise en place de cette plateforme, il y a eu
on va dire, un peu, c'est comme après la tempête, il y a un peu de la vase qui remue dans l'océan et il faut une période de décantation. Donc, pendant cette période un peu de flou, beaucoup d'organismes ont émargé sur certains codes, alors qu'ils n'en ont pas forcément, ce n'est pas forcément prévu comme ça dans les textes. Donc, France Compétences, comme vous pouvez le voir sur la diapo, a édité un petit guide donc en février 2020 pour préciser un peu les conditions d'éligibilité des formations que l'on peut positionner comme étant des formations qui préparent à la formation, création et reprise d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a un code un peu générique au niveau du CPF qui est le code 203 qui donc vise les formations visant la création et la reprise d'entreprise et beaucoup d'organismes se positionnent sur ce code pour justifier du fait que leur formation soit éligible au CPF. Donc, clairement, on va dire, c'est un détournement du cadre d'utilisation de ce code, puisque, pour vous rappeler, il y a 2 conditions d'éligibilité pour l'utilisation de ce code. Donc, la première condition d'éligibilité, elle va viser l'objet de la formation. Et l'objet d'une formation qui vise à la création et à la reprise d'entreprise, c'est de développer, comme je vous disais tout à l'heure, développer des compétences entrepreneuriales chez les gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en suivant cette formation, je dois apprendre à être un futur entrepreneur, dans ce sens que je dois savoir comment je peux démarrer mon activité, comment je vais mettre en œuvre et développer mon projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, ça veut dire que là, on doit m'apprendre quels sont les différents statuts juridiques pour exploiter mon activité, comment ça se passe, les règles de gestion, par exemple la lecture d'un bilan, faire des prévisionnels, ce genre de choses. Or, ce que je peux observer moi sur le terrain, ce que je vois par rapport aux différentes, par exemple dans les groupes de travail que j'ai avec certains confrères, le fruit de notre observation de terrain et aussi les remontées de France Compétences, c'est qu'il y a une usurpation de ce code pour des organismes qui l'utilisent de manière détournée pour initier, par exemple, ou faire découvrir un métier. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, je ne stigmatise pas sur ces métiers, mais par exemple, je veux vous apprendre à faire des pizzas, donc je vais prendre un code générique 203 pour vous aider à monter votre camion de pizza et puis pour vous aider surtout, pour vous apprendre à faire des pizzas. Ce n'est pas le but. Si je vous apprends uniquement à choisir quel est le statut juridique idéal pour l'exploitation d'un camion de pizza, quel est le statut que je vais utiliser pour moi en tant que dirigeant, est-ce que je me mets en gérant non salarié, en gérant salarié, est-ce que je suis président d'une SAS, est-ce que je fais une auto-entreprise? Là, on est dans le code 203. En revanche, si on m'apprend à faire une pizza et que pour faire joli, 2 minutes, on va me parler de comment je peux m'implanter, là, on n'est pas dans le cadre. De la même manière, si une spécialisation à un métier n'est pas non plus éligible au code 203. Par exemple, je prends la coiffure, je sais faire des coupes, on m'apprend, on veut me booster mes compétences sur la partie coloriste, c'est pareil, ça ne peut pas être du code 203 parce que vous comprenez bien qu'à aucun moment, on va me parler de compétences entrepreneuriales. De la même manière, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui suis consultante formatrice auprès des centres de formation, apporter des conseils à mes clients sur des thématiques qui seraient autres que la création ou la reprise d'entreprise, ça ne rentre pas dans le cadre non plus. C'est-à-dire, si je dois accompagner des clients à créer l'activité formation professionnelle, je ne peux pas émarger sur ce code-là, vous voyez, ou les formations en développement personnel. Ce n'est pas éligible non plus. Donc ça m'apparaît vraiment important de vous le dire parce que ce sont des choses qui actuellement, du fruit de mes observations, existent parce que quand j'accompagne mes clients sur la création de projets de certification, la première étape, c'est déjà de vérifier ce qui existe. Et quand on va sur la plateforme CPF, il y a beaucoup de mes clients à chaque fois qui se sont surpris par le nombre de concurrents qui existent déjà dans la plateforme CPF. Et moi, comme je sais où aller chercher, quand je sonde, je peux vous garantir que la plupart, ils émargent sur ce code. Alors, c'est le principe, c'est la vie. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Les gens font ce qu'ils veulent et ils sont responsables de leurs actions. Le fait est, c'est qu'ils s'exposent au contrôle de France Compétences qui, concrètement,
leur demande de retirer tout bonnement toutes les formations qui sont inscrites. Donc, potentiellement, ils s'exposent à des… Alors, les formations, bien évidemment, qui sont entamées, France Compétences, à cette classe vis-à-vis des stagiaires quand même de les laisser se terminer. Mais par contre, c'est une évidence que derrière, ils vous demandent de tout fermer. Bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas vu comment dire, pour l'instant, de contentieux qui vont au-delà de ce courrier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si demain, vous avez des projets pour déposer de nouvelles demandes, si déjà France Compétences vous a identifié dans sa base de données comme étant un organisme qui contourne le système, vous n'envoyez pas des super bons signaux, on va dire, à l'organisme instructeur pour le traitement de votre futur dossier. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le code 203. Il y a aussi donc la deuxième condition d'éligibilité, elle concerne davantage cette fois le bénéficiaire, parce qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. Le CPF, c'est une vraie manne financière, il y a une vraie opportunité financière. On est, en tant qu'organisme de formation, moi la première, sollicité par des stagiaires qui veulent toujours utiliser leur CPF pour pouvoir faire financer les formations. Sauf que le code 203, encore une fois, n'est pas fait pour tout type de formation. Donc, l'organisme s'engage donc, au niveau de l'objet de l'action à ce qu'elle permette le développement de compétences entrepreneuriales. Donc, comme je vous l'ai dit, pas la préparation à un métier, pas la spécialisation à un métier, pas de conseils autres que reprise et création d'entreprise ou pas de développement personnel. Et en même temps, le bénéficiaire doit s'engager en signant une attestation sur l'honneur précisant, qui est donc à joindre à la demande de financement via le CPF, et qui précise du coup quel est le fameux projet de reprise et de création d'entreprise. Voilà, donc ça c'était un petit focus. Alors je ne veux pas me faire non plus, je ne veux pas diaboliser, mais c'est vraiment important parce que même s'il y a eu, on va dire, alors il ne faut pas dire de la négligence, mais en tous les cas, peu de contrôle parce qu'il y avait toute cette phase de mise en œuvre. Là, je peux vous dire que les contrôles sont de plus en plus exacerbés. Patricia, qui co-anime avec moi le groupe AFQP, qualité et formation au sein de l'AFQP, a été interpellée par certains de ses clients qui ont reçu ce type de courrier. Donc, je veux dire, ça y est, ça commence. Hein. Ce n'est pas juste du management par la terreur que je vous fais. C'est une réalité, une observation de terrain. Donc, voilà pour tout ce qui concerne l'inscription au CPF. Donc, pour résumer, il faut être inscrit dans un des deux répertoires en fonction de la formation qu'on souhaite positionner sur mon compte formation, ou alors on est partenaire d'un organisme certificateur qui, lui, a déjà une formation inscrite dans un des deux répertoires. Alors, on part maintenant dans la partie phase du projet. Là, je vais, on va dire, développer la première hypothèse, c'est-à-dire vous souhaitez, vous, avoir votre certification, votre propre projet de certification à déposer dans un des deux répertoires. Donc là, on va dire qu'il y a à peu près 3 étapes à satisfaire. Donc, la première étape, vous vous doutez bien, c'est la partie de découverte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi, de comprendre un peu l'attendu pour pouvoir y répondre. Ça me paraît être une première étape incontournable. Ensuite, il y a une étape intermédiaire qui est l'étape de faisabilité. Parce que ce sont des projets de longue haleine. Donc, qui dit projet de longue haleine dit qu'ils ont un coût en temps, en énergie, en plein de choses. Et donc, du coup, il faut s'assurer de la faisabilité avant de s'engager plus avant. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a vérifié que le projet est faisable, on entre dans la phase de déploiement. Donc, s'agissant de la découverte, généralement, ça passe par une formation ou tout du moins une prise d'information. Alors, soit effectivement, France Compétences a développé énormément de documentation que vous pouvez lire. Et après, il y a la possibilité d'aller en formation pour que un formateur puisse vous retraiter cette information de France Compétences. Donc, la première étape, c'est de décrypter les critères d'évaluation de vos dossiers par France Compétences. Ensuite, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est, et la formation peut vous aider à ça, c'est de comprendre et de faire la distinction entre qu'est-ce que c'est de la formation et qu'est-ce que c'est de la certification. Parce que ces deux termes, alors encore une fois, au-delà des mots, il y a un sens aux mots. Bien souvent, on mélange un peu tout. À l'heure de Calliope, on parle aussi de certification. Donc, c'est un terme qui devient un peu galvaudé. Mais quand on parle de certification,
Par rapport au CPF, on est vraiment sur de la certification de compétences, soit pour l'acquisition d'un métier, soit pour l'acquisition de compétences transversales et complémentaires à un métier. Et c'est vraiment deux approches différentes, la formation et la certification. Et ça, en tant qu'organisme postulant à l'enregistrement à un des répertoires, il faut vraiment le comprendre. C'est hyper important pour la suite. Je pense qu'Éric pourra en témoigner. L'ultime étape de la partie découverte, c'est que vous arriviez à mesurer l'impact que toute cette mise en conformité et la satisfaction aux critères d'évaluation de France Compétences peut avoir sur l'organisation de votre activité de formation. Et est-ce que c'est finalement si intéressant pour vous de mettre en œuvre ce type de dispositif au-delà de la simple opportunité financière que peut représenter le CPF? Parce qu'effectivement, c'est une enveloppe budgétaire non négligeable, mais mettre en place des choses nouvelles, ça a aussi un coût en temps, en énergie, en argent. Et est-ce que du coup, le bilan coût-avantage, il est intéressant pour votre structure? Voilà. Donc, par rapport à ça, des questions qui me sont souvent posées par des prospects ou on va dire des oppositions qui me sont formulées, c'est souvent de me dire Delphine, mais moi j'ai déjà plein de formations dans mon domaine, mes formations elles sont super plébiscitées, j'ai plein de demandes d'inscription et tout ça. Donc, c'est bon, je peux demander l'inscription de mes formations au CPF. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que non, parce que finalement, France Compétences s'attache assez peu à ce qui se passe en formation dans le cadre des demandes d'enregistrement de dispositifs de certification. Parce que justement, France Compétences s'attache à la notion de certification. Et la certification, c'est quelque chose de différent de la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout votre contenu pédagogique, aussi détaillé soit-il, aussi documenté soit-il, ne servira pas forcément dans le cadre du projet de construction de votre dispositif de certification. Et les évaluations que vous utilisez actuellement dans le cadre de votre parcours de formation ne seront pas forcément utiles non plus dans le cadre de l'ingénierie de certification. Alors, je ne pourrais pas malheureusement détailler de manière très approfondie ces points-là. Je peux juste vous donner des exemples pour illustrer mon propos. Donc, en formation, on parle déjà d'évaluation formative, c'est-à-dire que cette évaluation formative, elle est effectuée par le formateur. Okay, et elle consiste généralement à vérifier des acquis, des connaissances, et elle est là pour vérifier aussi la progression pédagogique du stagiaire. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire Calliope pour tous ceux qui seraient à l'écran et qui ont déjà été certifiés Calliope ou qui sont en passe de l'être. Voilà, c'est ce que nous demande Calliope, quoi. Il faut mesurer les gens à l'entrée en formation, il faut mesurer leur niveau d'apprentissage à la fin pour pouvoir effectivement faire cette mesure d'écart et dire « Ok, les stagiaires ont progressé ». Ça, c'est l'évaluation formative. Et généralement, on délivre un certificat de réalisation sur la partie, on va dire, de l'assiduité des stagiaires. Et quand on veut attester des résultats des évaluations, on leur délivre une attestation de formation professionnelle, puisqu'on est un organisme de formation professionnelle. En certification, c'est un peu différent. Donc déjà, on va parler d'évaluation certificative. Et ça, dans les différentes notes de doctrine, France Compétences insiste vraiment là-dessus. Qu'est-ce que c'est une évaluation certificative? C'est une évaluation qui va résulter d'une mise en situation professionnelle, réelle ou simulée, des candidats. Donc déjà, on voit bien qu'un QCM, ça ne fait pas le job. Donc, il y a vraiment toute une approche un peu différente à avoir quant aux façons dont on a monté nos dispositifs d'évaluation. Par ailleurs, en certification, les évaluateurs, ce ne sont pas les formateurs. Ce sont, alors, dans des proportions variables, mais ça doit être des représentants du milieu professionnel, du secteur dans lequel forcément notre certification est rattachée, et des représentants éventuellement de notre organisme, mais qui ne peuvent pas
être le formateur, parce que vous comprenez bien que sinon, on est jugé parti. C'est un peu facile de dire « Ah, tu es un super bon candidat », parce qu'indirectement, on s'auto-évalue aussi soi-même. Donc, les évaluateurs ne peuvent pas être des gens de l'équipe pédagogique qui ont participé à la mise en œuvre de la formation. C'est-à-dire, si vous êtes un gros organisme, je précise ma pensée, ça, c'est problématique pour les petits organismes parce que le formateur, il est un peu l'homme orchestre, il fait tout. Dans les gros organismes, on peut avoir un pool de plein de formateurs. Ça peut être des formateurs de notre organisme dès lors que ces formateurs-là ne sont pas intervenus dans le temps de formation qui prépare à la certification. Donc, je vais peut-être un peu rapidement, donc vous n'hésitez pas à noter vos questions et à les poser peut-être dans le chat pour que j'y réponde à la fin. En certification, donc du coup, on regarde moins la progression pédagogique du stagiaire, mais là, on est vraiment là pour certifier, comme son nom l'indique, pour attester des compétences professionnelles du candidat, des compétences en lien avec cette mise en situation pratique que l'on aura fait précédemment. Et donc là, on va lui délivrer un parchemin de certification. Et d'ailleurs, dans le cadre des demandes d'enregistrement, on doit fournir le modèle de parchemin de certification qu'on va délivrer au candidat. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer la différence entre les deux dispositifs, formation et certification. Donc, de là, on va passer à l'étape de faisabilité, de vérification de la faisabilité. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de connaître les prérequis de France Compétences avant de m'engager dans la démarche. Parce que, comme je vous ai dit, ça représente beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Donc, la première étape, dans les prérequis, notez bien, il faut identifier un besoin en compétences sur le marché du travail. Donc, c'est à quel besoin en compétences je réponds. Pourquoi je vous dis ça? Parce que trop souvent, les organismes, en formation, on va former à un outil. Je reprends mon exemple des compétences digitales. Je vais t'apprendre à maîtriser Word, Excel, Facebook, Instagram, voilà, les réseaux sociaux, Word, Excel, enfin voilà, tous les outils digitaux peuvent être constitutifs d'une formation. Sauf qu'en certification, on doit certifier des compétences digitales en traitement de texte. Donc, on ne va pas forcément savoir si vous utilisez Page, Word, des logiciels libres ou autres, mais on va parler du traitement de texte, gestion des tableurs. C'est des choses comme ça. On va s'agréger sur la compétence. Donc, première étape, j'identifie le besoin en compétences que je vise. Ce besoin en compétences, vous vous en doutez bien, il est rattaché à une typologie de public. D'accord? Donc, ça, c'est important aussi de préciser quel public je vise. Je pense, en vous disant ça, notamment aux formations aux soft skills. Je peux vous dire que ça fleurit, les demandes de certification sur le management, le ci, le là. OK, du management, pas de problème, mais à qui je m'adresse? Du top management, des cadres opérationnels, je suis sur une unité de travail, je suis dans l'industrie des services, je suis en production, je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans l'hôtellerie-restauration, parce qu'en fonction du secteur professionnel, je ne manage pas les gens de la même manière. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que chez France Compétences, il y a des instructions administratives de dossier, mais après, dans le passage en commission, ce sont les branches professionnelles qui siègent. Donc, elles ont vraiment cette approche branche professionnelle et sectorielle. Donc, c'est très important de préciser à quel public on s'adresse. Ensuite, il va falloir argumenter l'opportunité de notre projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est retour un peu dans nos années estudiantines, sur la constitution de dossiers, de mémoires, je m'appuie sur de la documentation métier, les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi, des enquêtes sectorielles, les observatoires de métier. Tout ça va me nourrir et va me permettre de démontrer l'opportunité de mon projet. Ça, c'est sur la partie, on va dire, un peu plus académique. D'un point de vue un peu plus opérationnel, on va regarder la valeur d'usage, c'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà mis en œuvre ce projet? À qui il a servi? Aux entreprises, les anciens certifiés. Donc ça, c'est le quatrième point. Et le dernier point est de savoir, est-ce que ça vaut le coup que j'ai des partenaires pour mettre en œuvre ce projet ou est-ce que je fais cavalier seul? Et ça aussi, il faudra en parler. En fonction des réponses que vous obtenez à chacun de ces items, vous allez vous dire, est-ce que oui ou non, j'y vais? C'est le go-no-go de votre projet.
Sur la partie donc, de la faisabilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, ce projet d'enregistrement dans les répertoires, ce n'est pas juste une simple formalité administrative. Hein. Ce n'est pas juste j'enregistre. Même si on parle d'enregistrement dans les répertoires, il ne s'agit pas juste de saisir des champs. Il y a une vraie instruction et qui va prendre du temps. Et ça, je laisserai le soin à Eric de vous faire part de son retour d'expérience. Donc, la faisabilité va vous permettre de vous assurer que vous avez de quoi répondre aux critères d'exigence de France Compétences et elle va vous permettre de conduire l'étude de faisabilité pour faciliter votre prise de décision sur je m'engage ou je ne m'engage pas dans la démarche. Une fois qu'on a décidé qu'on était prêt, qu'on avait tous les matériaux nécessaires pour s'engager, écoutez, on rentre dans la phase de déploiement, donc dans l'ultime phase, dans laquelle donc, il va s'agir de qualifier de manière un peu plus précise le besoin en compétences qu'on vise au regard des publics, de le justifier, ce besoin en compétences, et de démontrer la plus-value au travers de toute la prose qu'on aura obtenue au niveau de la recherche d'opportunités et peut-être les témoignages, les lettres d'anciens candidats certifiés ou d'entreprises qui ont été utilisatrices de notre certification. Il s'agira aussi de construire cette ingénierie de certification qui vient s'appuyer sur un parcours de formation. Donc, vous voyez bien, il y a 2 niveaux. Il y a la partie formation et derrière, il y a une ingénierie de certification qui va permettre cette mise en situation professionnelle des individus et l'attestation des compétences. Après, forcément, il faut structurer votre projet. Donc, comment ça s'organise, comment je convoque les jurys, comment je convoque les stagiaires, comment je vais délivrer la certification. Ça se fait à distance, en présentiel, ça dure combien de temps. Enfin, voilà, toutes ces choses-là très opérationnelles, on va dire. Et donc, la dernière étape, c'est d'organiser les modalités de contrôle, donc sur qui seront mes jurys, mes évaluateurs, comment je les convoque, quels documents je leur mets à disposition. Enfin, voilà, ça fait un peu écho à ce que vous avez peut-être déjà mis en œuvre dans vos organismes par rapport à Calliope, mais voilà, il va falloir documenter tout ça. Donc, avant de laisser la parole à Eric sur son témoignage, je voulais juste vous dire qu'en gros, grosso modo, du fruit de mes observations, déjà vous alerter sur le fait que ce n'est pas toujours dans cet état d'esprit-là que les prospects qui me contactent sont quand ils me contactent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très pressés parce qu'effectivement, on a l'impression que si on n'est pas les premiers à aller manger dans le gâteau du CPF, en fait, il n'y aura plus que les miettes pour nous. Mais concrètement, c'est un projet qui va vous demander du temps plus que de la vitesse. En tous les cas, si vous souhaitez durer sur cette plateforme. Et qu'en gros, du fruit de mes observations, même si quand les prospects me contactent et que je leur annonce 3 mois, ils trouvent toujours ça trop long. Mais je leur dis, mais accessoirement, vous avez aussi un métier à côté. Vous n'allez pas passer tout votre temps à être mobilisé sur ce projet. Et que je leur annonce 3 à 6 mois. Et effectivement, dans la réalité, les calendriers, ils décalent tout le temps. Et on est dans la réalité des faits beaucoup plus à 6 mois qu'à 3 mois. Donc, entre le moment où on lance un accompagnement et le moment où le dépôt du dossier est effectué sur la plateforme France Compétences. Donc, ce délai-là que je vous annonce, je précise bien que c'est hors délai d'instruction chez France Compétences. Donc ça, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, on pourra en reparler après. Mais ce délai actuellement, ils annoncent 7 mois, eux, mais il est souvent très rallongé parce qu'ils ont énormément de dossiers à traiter. Mais voilà, donc il faut compter 3 à 6 mois en fonction de votre propre disponibilité en temps et des ressources que vous avez à mobiliser sur ce projet de certification. Donc voilà, je vous ai fait une présentation rapide. N'hésitez pas à poser vos questions, mais je vais surtout laisser donc la parole à Eric Poussard, donc que j'ai accompagné et qui va vous raconter donc au travers de son témoignage donc son projet. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité déjà à témoigner sur mon parcours. Je vous explique un peu quel était mon projet initial. Donc, vous l'avez peut-être compris déjà, je suis préparateur mental du sport et je gère également un organisme de formation. Et ces formations sont destinées essentiellement, pour le moment en tout cas, aux entraîneurs. Donc, je forme les entraîneurs à acquérir la compétence en préparation mentale.
pour qu'eux-mêmes, ils soient capables de préparer mentalement des sportifs qu'ils accompagnent. Et donc, j'ai fait une formation, j'ai bâti une formation que j'ai fait pour la première fois en 2019. Et donc, fin 2019, je me suis dit, bon, la formation plaît, apparemment, qu'est-ce que je pourrais faire pour la rendre plus crédible, je dirais, auprès du public qui est le mien, les professionnels du sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce secteur-là et pas forcément toujours bien fait. Et donc, même si moi, je savais que je faisais un truc plutôt sympa, je me suis dit, je veux crédibiliser mon offre de formation pour qu'elle soit reconnue et que j'ai plus de stagiaires, tout simplement, et que de plus, elle soit finançable par le CPF et que ce soit donc plus facile d'accès à ces stagiaires-là. Donc, on est à l'automne 2019 et je me dis comment je fais. Je lis les notes sur France Compétences, je comprends, mais je comprends aussi que ça va être plus compliqué que prévu. Donc, je commence à chercher des conseillers qui vont m'accompagner et je ne trouve pas. Je ne trouve pas de personnes qui sont, je dirais, suffisamment calées en sport et aussi en maîtrise des notices de France Compétences. Donc, je me dis, ce n'est pas pour moi parce que ça va être trop compliqué. Et donc, finalement, par le hasard des choses, fait que je rencontre quelqu'un, en l'occurrence Delphine, qui connaît et bien le sport et bien les attendus de France Compétences. Donc, je me dis que ça va être la bonne personne pour m'accompagner. Et ça, je pense que c'est le premier point hyper important. C'est trouver quelqu'un qui est à la fois expert dans les compétences, je dirais, dans les attendus que demande France Compétences, mais aussi dans le secteur qui est le vôtre. En l'occurrence, moi, c'était le sport. Et tant que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était expert dans l'accompagnement de ce domaine-là, je ne me suis pas lancé parce qu'il y a vraiment une forte adéquation entre les deux. Donc, mon état d'esprit était donc enthousiaste à ce moment-là, mais je ne me doutais pas encore que ça allait être aussi long. Donc là, on est, on va dire, début 2020. Je me dis, ça va être une formalité. Je vais saisir 3 documents en ligne comme pour Datadoc et ça va passer comme une lettre à la poste. Ça n'a pas du tout été le cas puisqu'il a fallu que donc Delphine m'a briefé sur tous les attendus. Et donc là, j'ai pris conscience que ça allait prendre des mois. Donc, j'ai malgré tout fait la démarche parce que je me suis dit, ça va être quand même quelque chose qui va crédibiliser mon offre. Et donc, je me suis lancé dans cette recherche documentaire initiale qui a été pour moi l'occasion de prouver en fait la valeur d'opportunité et dans la foulée la valeur d'usage au regard des premières formations que j'avais faites. Et là encore, je pensais que ça allait être assez rapide, mais ça a été assez long. Donc, il a fallu que je cherche beaucoup de documents, des documents crédibles, des documents officiels des différents ministères, des différentes branches, de Pôle emploi, etc. Il a fallu vraiment que je prouve dans ma documentation qu'il y avait un vrai besoin, que les entraîneurs actuels diplômés avaient de bonnes compétences en technique, tactique, physique, etc., mais qu'il leur manquait cette compétence en préparation mentale et qu'il fallait qu'ils l'acquièrent via des formations certifiantes. Donc tout ça, il a fallu que je le prouve et ça m'a pris, au bas mot, 2 à 3 mois. Et encore, c'est parce qu'on était pendant le confinement, pour être précis, et que j'avais beaucoup de temps libre, du coup. Sinon, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus long. Donc, une fois que j'ai bien tout synthétisé tout ça et fait ma note d'opportunité, de valeur d'usage et autres, là, je pense que le dossier a été déjà plus facile à mettre en œuvre. Et donc, j'ai déposé le dossier en juin 2020. Et pour vous donner une idée de la durée, j'ai obtenu la certification en mai 2021. Vous voyez que les délais que vous a annoncé Delphine entre 3 et 6 mois, je dirais que ça, c'est… Perso, j'étais plus vers 6 mois. Et après, les délais qui ont été ceux d'instruction et de validation, ça a pris presque 1 an. Voilà un peu pour, je dirais, le projet initial et l'état d'esprit dans lequel, je pense, j'étais engagé. Quant au projet final par rapport au projet initial, alors, tout ce travail, il n'a pas été fait en vain. Hein, je dirais, ça m'a permis vraiment à moi, perso, organisme de formation, au départ, de bien progresser. Alors, autant en formation, on raisonne beaucoup en objectif pédagogique. Là, il a fallu que je raisonne en compétences. Et ça n'a été pas facile. Hein. Croyez-moi, au départ, on est tous branchés, je pense pareil, organisme de formation, objectif pédagogique, évaluation formative.
Mais il a fallu que vraiment je change mon logiciel là, pour penser compétences. Et ça m'a demandé beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Voilà, une compétence, c'est plusieurs objectifs pédagogiques. Il faut les évaluer. Il faut créer un nouveau référentiel, un référentiel de compétences. Il faut savoir l'évaluer, ces compétences. Donc, au final, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de raisonnement. Mais finalement, l'obtention d'un nouveau référentiel de certification, ça m'a permis de remonter la chaîne et d'améliorer mon contenu de formation. Et donc, j'ai trouvé que maintenant, mon contenu de formation pédagogique était plus clair et qu'il allait bien dans le bon sens de l'acquisition de compétences finales. Donc, voilà, ça m'a servi, même si au final, je n'y pensais pas au tout début du projet. Éric, peut-être par rapport à l'évolution entre projet initial et projet final, est-ce que vous voulez dire un mot sur les publics visés par rapport à votre projet de certification, sur la notion de public? Alors, sur le public, c'est-à-dire le public qui va participer… Les candidats, c'est-à-dire qu'au départ, sur les publics, enfin, c'est les futurs clients de votre certification, si je puis dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que les futurs clients, au tout départ, n'étaient pas forcément que des diplômés du sport. C'est-à-dire que qui voulait pouvait se former à la préparation mentale. Sauf que, ça, c'était votre souhait. Ça, c'était mon souhait au départ. Sauf que dans les conditions qui ont été évoquées par France Compétences, donc c'était une condition par rapport au métier. Et donc là, la certification m'a orienté au final à affiner mon public qui au départ était assez large et qui au final est exclusivement centré sur les professionnels du sport diplômés. Et donc, c'est même une condition. C'est-à-dire que je peux, par exemple, former d'autres publics, mais ce public-là, à ce moment-là, n'aura pas accès à la certification. Et donc, le public que je forme et qui est diplômé, lui seul peut avoir accès à la certification. Donc, de fait, ça m'a demandé de revoir mon public stagiaire à venir. Donc, on est d'accord, enfin, je me permets, mais on est d'accord que ça nuance l'opportunité financière du CPF parce que souvent, les gens viennent avec une idée de « je veux une certification finalement qui réponde aux besoins de tout le monde pour potentiellement avoir un maximum de prospects et vendre un maximum de formations ». Sauf que cette notion de public, elle est restrictive aussi sur l'opportunité financière que finalement on pourrait dégager de ce projet. Complètement. Pour donner un exemple, depuis que j'ai ma certification, je suis contacté par beaucoup de prospects qui me disent « Ok, votre formation a l'air super intéressante, je veux la financer avec mon CPF ». Une des premières questions que je leur pose, après les échanges de base, je dirais, c'est « Est-ce que vous êtes diplômé du sport ?» Si vous n'êtes pas diplômé du sport, vous ne pouvez pas financer par votre CPF. Et j'en ai eu beaucoup de comme ça. En 6 mois, j'ai dû peut-être refuser au moins 10 personnes qui voulaient financer par le CPF et qui ne pouvaient pas, du coup. Voilà. Donc ça, je ne l'avais pas pris en compte au départ, mais après, je comprends la logique. La logique France Compétences, comme l'a expliqué Delphine, c'est, en l'occurrence, pour ma part, la logique métier. Et donc, on apporte une compétence complémentaire à un métier. Moi, en l'occurrence, c'est les éducateurs sportifs. Voilà. Très bien. Du coup, les démarches entreprises, vous avez entamé quelle démarche quand vous avez décidé de… Vous êtes formé, Éric, au préalable? Oui. Alors moi, je pensais être blindé déjà en termes, ça faisait mon organisme de formation, je l'ai créé en 2015, donc je pensais déjà à maîtriser pas mal de choses. Mais alors là, quand je suis rentré dans le sujet des notices de France Compétences, quand j'ai commencé à lire entre les lignes, je me suis rendu compte que pas accompagné ou mal accompagné, je n'y arriverai pas tout seul. Et j'en ai vite pris conscience quand après je me suis fait accompagner parce qu'il y a des subtilités qu'on ne voit pas, ou en tout cas que moi personnellement je n'ai pas vues dans les notices. Une valeur d'usage, une valeur d'opportunité, ça me paraissait simple à prouver, mais il m'a fallu peut-être 2 mois au lieu de 2 semaines initialement escomptées. Donc oui, il y a tout plein de subtilités que peut-être que vous ne voyez pas en tant qu'organisme de formation qui n'a pas l'habitude de la certification. Ouais. Du coup, si vous deviez partager avec tout le monde ce qui a été particulièrement significatif dans cette expérience d'enregistrement de certification, ce serait quoi? Ouais, je dirais de prendre le temps, déjà au départ, de ne pas foncer tête baissée et se dire « Ok, c'est pour moi, je veux développer, je veux avoir un max de stagiaires ». Si vous êtes dans cette dynamique-là, peut-être pas sur la bonne route. Il faut prendre le temps de décortiquer vers quel métier, par exemple, vous vous tournez et comment vous allez développer votre dossier, surtout au départ sur valeur d'usage, valeur d'opportunité. Après, trouver la bonne personne qui vous accompagnera.
parce que je pense que c'est aussi indispensable. Il m'est arrivé de rencontrer même plusieurs personnes que je pensais être très câblées compétences, mais pas câblées du tout en sport. Et je me suis dit, au lieu de mettre 3 mois, je vais mettre 12 mois, parce que le temps que je lui fasse comprendre ce qu'est une compétence dans ce domaine-là, ça va mettre 3 plombes. Et je n'avais pas envie d'attendre. Déjà qu'en trouvant une experte, ça a été long. Alors si en plus j'avais trouvé quelqu'un qui ne maîtrisait pas le sujet, ça aurait mis le double de temps. Puis après, il faut être patient. Une fois que vous avez déposé le dossier, ça peut prendre plusieurs mois. Et donc, il faut pouvoir continuer à travailler sur ce que vous faites habituellement et pas dépendre exclusivement de l'obtention de la certification, parce que ça serait peut-être un peu compliqué. Pardon. Allez-y, non, allez-y, Eric. Oui, et puis ne pas penser que ça va être, j'anticipe un peu une question à venir, ne pas penser que ça va être l'Eldorado tout de suite. Ce n'est pas parce que vous avez votre certification qu'on va courir aux portes de votre organisme de formation pour s'inscrire et que vous allez même refuser les stagiaires. Ça, ce n'est pas le cas. Je pense, en tout cas, je parle pour ma part, c'était une condition sine qua non de crédibilité auprès du public que je vise, d'être certifié. Après, c'est vrai que ça ouvre des partenariats sympas, ça ouvre des échanges nouveaux parce qu'on est reconnu comme un acteur crédible du secteur et que du coup, on vous prend au sérieux et qu'on a envie de bosser avec vous et qu'on a envie de développer des activités avec vous. Ça, c'est vrai. Ouais. J'en profite du coup juste avant de vous poser la question pour le mot de la fin sur ce témoignage. Effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est très juste. De mon retour d'expérience de consultante, je suis appelée parfois en pompier, j'aime bien dire ce mot-là, mais c'est parce que je me reconnais pas mal, par des organismes qui ont tout misé, c'est ce que vous dit Eric, qui ont tout misé sur la formation CPF, c'est-à-dire que tout leur modèle économique d'organisme de formation repose sur des formations certifiantes. Et ce qu'il faut savoir que je ne vous ai pas dit, c'est que l'enregistrement dans les répertoires, ce n'est pas ad vitam aeternam, hein. Comme on l'a vu, ça repose sur des dynamiques de marché de travail. Donc, à l'instant T, on peut avoir un besoin en compétences qui n'est plus vrai à T+2, à T+3. Donc, en fait, au répertoire spécifique, vous êtes enregistré généralement entre 1 et 3 ans et au répertoire RNCP entre 3 et 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est requestionné périodiquement. Et donc, si vous misez tout votre modèle économique sur ça, vous vous exposez au fait que dans 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, peut-être tout votre modèle économique tombe parce que le projet de certification n'a pas été renouvelé. Et là, je peux vous dire, pour avoir des gens qui viennent vers moi et qui sont dans ce cas de figure, parce qu'il y a beaucoup de certifications là qui arrivent à échéance au 31/12 de cette année, parce qu'elles étaient sur l'ancien modèle, c'est catastrophique. Donc, je souscris à ce que vous dit Eric, patience, et vraiment anticiper le côté modèle économique et que ce ne soit pas, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, quoi. C'est mon conseil à moi. Et du coup, Eric, quel serait le vote de conseil ou mise en garde par rapport à de futurs candidats pour ce dépôt? Alors, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, que vous avez confirmé, c'est-à-dire, faites attention de ne pas miser exclusivement sur ça. Pour ma part, je propose plusieurs types de formations à plusieurs publics. Maintenant, mais la certification, pour le moment, ne concerne qu'un public en particulier. Alors, je réfléchis aussi à l'avenir à déposer d'autres certifications pour d'autres publics, même des certifications au RNCP, et c'est encore plus compliqué. Pour en avoir discuté déjà plusieurs fois, donc je me rends compte de la difficulté. Mais je pense que ça vaut le coup, très honnêtement, malgré le temps que ça demande, malgré l'investissement financier que ça demande en conseil, en formation. Je pense que ça, pour ma part, en tout cas, crédibiliser mon offre dans un secteur encore peu connu du grand public et que ça sert de socle. Ça sert de socle au développement de l'activité. Mais il ne faut pas attendre un développement immédiat du jour au lendemain par magie. Voilà. Eh bien, merci. Peut-être du coup, Guy, on te redonne la parole par rapport à des questions éventuelles qui auraient été posées. Tout à fait. Merci Delphine, merci Eric. Un certain nombre de questions en effet sont apparues. Je vais les prendre un peu dans le désordre. Eric, une question qui s'adresse, je pense, plus à vous. Quels sont les types d'éléments probants que vous avez fournis pour la note d'opportunité? Et je voudrais connecter ça à une autre question qui m'est venue. En fait, travailler sur la note d'opportunité, est-ce que c'est pas globalement la même chose que le pitch qu'on fait à un investisseur, quelque part? Est-ce que c'est pas la même approche?
Ça peut correspondre. Alors, pour répondre à la première question et la lier avec la deuxième, en effet, pour prouver la valeur d'opportunité, il vous faut chercher des documents par des instances officielles. Donc, pour vous donner mon exemple, pour comprendre qu'un entraîneur avait besoin d'acquérir une compétence en préparation mentale, eh bien, je suis allé voir les études qui avaient été faites par l'INSEP sur ce sujet-là. J'ai trouvé des études qui avaient été faites par le ministère du Travail à la demande du Premier ministre qui recherchait les besoins sur le marché du travail à l'horizon des JO 2024. J'ai recherché des documents chez Pôle emploi. Vous voyez, des documents qui soient vraiment solides et irréfutables, quoi qu'il arrive, et qui servent de socle à votre argumentation. Voilà un petit peu le type de document. Merci. Alors, je propose à Delphine de passer au slide 12. Pendant ce temps, je vais soulever une autre question. Pour le bloc accompagnement à la création, rentre-t-on dans la même logique de certification de France Compétences? Je ne sais pas si cette question était très claire, pas pour moi, mais Non, je posais que c'était non, pour là, vous. ça l'est pas. D'accord, je vais laisser à ce moment-là l'auteur nous clarifier sa question. Ok. Une autre question, nous sommes un organisme de formation de pilotage professionnel. Comment savoir quelles sont les formations que nous offrons éligibles au CPF et concrètement comment les enregistrer au répertoire national? Alors, c'est de reprendre son offre, de voir déjà dans France Compétences les certifications, on va dire les domaines dans lesquels la formation qu'il dispense pourrait se rattacher, pourrait être rattachée. Peut-être contacter, donc pour être dans un des cas de figure que j'avais décrit. Alors, attendez, je vais me remettre sur la bonne slide. Tac. Pour être sur, dans un des cas de figure précis ici, c'est soit de vérifier dans France Compétences les certifications existantes pour prendre attache avec l'organisme certificateur, voir s'il est ouvert à des partenariats et à ce moment-là, définir les modalités conjointement avec lui, voir si vous souhaitez avoir donc juste la partie mise en œuvre des formations. Et là, à ce moment-là, Calliope va vous demander aussi de mettre en adéquation votre référentiel formation avec son référentiel de certification. Soit vous décidez d'aller vous déposer votre propre certification. Et c'est là où je veux attirer votre attention. Et c'est pour ça que je parle souvent de parcours de formation, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'approchent. Donc, ils ont une offre pléthorique de formation de 2-3 jours ou d'un jour qu'ils souhaitent faire enregistrer au CPF. Mais en fait, ce n'est pas ça la démarche. On n'enregistre pas une formation de 1 jour au CPF. En fait, on a un parcours de formation qui va peut-être être finalement l'agrégation de plein de formations de votre offre. Et l'ensemble de ces formations vont vous permettre de développer des compétences qui, elles, constituent le dispositif de certification qui va être déposé au répertoire. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ça pour vous, mais souvent dans les formations, ce que j'observe, c'est les gens, on les forme à un outil, la PNL, l'énéagramme, Word, Excel, Workshop, WordPress, voilà, vous voyez, ou pour prendre mon cas à moi, je forme les gens à Calliope, voilà, aussi, voilà. Mais derrière, c'est je développe vos compétences en gestion de la qualité, en management de la qualité. Vous voyez, c'est cette approche-là qu'il faut avoir. C'est quelles compétences on développe chez les gens au travers de l'outil. Donc, finalement, on n'a pas plein de formations inscrites au CPF, on a un parcours qui conduit à une certification. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. L'auteur valide en effet cette réponse et te remercie Delphine là-dessus. Donc, ce qui fait que ayant personnellement un pied dans la qualité du management et l'autre dans l'IT, cet autre pied me fait penser à la question suivante. Donc, les formations Excel, Word et ainsi de suite ne sont pas certifiables. Non. On est d'accord. Elles font partie d'un pack. C'est ça. Elles doivent faire partie d'un pack. Alors ça c'est à vous de le définir, d'un pack qui doit être contextualisé, ça c'est important, mais on l'a dit déjà, qui doit être contextualisé à une situation professionnelle. Donc par exemple, Word, Excel, moi en tant que consultante je vais peut-être les utiliser dans un certain cadre et quelqu'un qui bosse dans une boîte de transport ou de logistique ou dans l'hôtellerie-restauration va peut-être utiliser les mêmes outils que moi, mais avec d'autres fonctionnalités propres
à sa réalité professionnelle à elle. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur sur le CPF de cette notion de concurrence d'organismes de formation, parce qu'en fonction du contexte où on se place, on ne va pas forcément certifier les mêmes compétences que le voisin. C'est en ça que la posture organisme de formation et organisme certificateur, elle est très différente. Organisme de formation, si je suis sur des formations management, je m'en fous un peu de savoir le mec qui vient de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie, du ci, du là. Quand je suis organisme certificateur, c'est ce que vous a exposé Eric, je choisis mon camp, quoi. Et d'une certaine façon, choisir, c'est renoncer. Donc, c'est pour ça que parfois, l'exercice est difficile parce que, entre guillemets, organisme de formation, j'ai l'entonnoir grand ouvert, je veux un maximum d'entrants. Hein, et quand je suis organisme certificateur, bah, je referme. Évidemment, c'est ce qu'il faut, entre autres, qualifier, enfin, rendre la chose de qualité, quoi. Et une autre question qui vient de tomber, pour un métier émergent, mais pas officiellement, la valeur d'usage peut-elle être prouvée par des témoignages de directeurs d'établissements ayant intégré ce métier dans leur établissement sans études officielles? Oui, bien sûr. Bah, oui, bien sûr. Des lettres qui demandent. Après, par exemple, ça peut être aussi. Alors, il n'y a pas forcément d'études officielles, mais alors Eric l'a pas fait lui typiquement sur son projet, mais j'ai d'autres clients où on utilise, par exemple, aussi des offres d'emploi. C'est-à-dire toutes les offres d'emploi où on voit la compétence qui est demandée dans l'offre d'emploi. Fait preuve du besoin. Oui, fait preuve du besoin. D'accord. Alors, le temps s'écoulant, je vais avoir la désagréable tendance, Delphine, à faire comme à la télé, une question longue, une réponse courte. Mais est-ce que tu aurais une réponse sur est-ce qu'une compétence enregistrée au RSACH peut-elle faire l'objet d'un bloc d'une certification RNCP? Bien sûr. Alors, voilà, ça c'était une réponse courte. Oui. Oui. Mais normalement, c'est complémentaire. Donc, mais il y a des passerelles, oui, il peut y avoir des passerelles, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous appelez PAC correspond à la logique de bloc de compétences? Pour l'interrogation. Alors, quand je parle de PAC, c'est parce que je fais référence à la formation et le bloc de compétences, on va dire, c'est le miroir au niveau de la certification. C'est-à-dire que plein de formations différentes que je proposais de manière individuelle, si je les mets ensemble, vont effectivement me permettre de préparer un bloc de compétences. Donc, je ne parle pas de PAC pour parler de bloc de compétences, mais de tout ce qui va me permettre de préparer le passage ou la validation de ce bloc. Alors, je ne sais pas si ça a éclairci, mais… Ok. Alors, il y avait un retour d'expérience. Un deuxième organisme en France fait actuellement enregistrer le métier de facilitateur en intelligence collective au CPF à travers une formation certifiante à ce métier. Donc, c'est un métier émergent en soi. Mais qu'en pense Delphine? Est-ce que c'est juste possiblement plus complexe? Mais c'est tout. Tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Donc, un organisme fait actuellement enregistrer le métier de facilitateur en intelligence collective au CPF à travers une formation certifiante. Donc, c'est un métier émergent. Qu'en penses-tu, Delphine? Est-ce que c'est juste plus complexe en guise de retour d'expérience, parce que ça répondait à la question du métier émergent, mais pas officiellement. Ouais. Et donc, sans études officielles, est-ce qu'il était… Voilà. Alors, il y a deux choses. Donc, sur la notion de métier, ce n'est pas nous, de notre point de vue, qui décidons que ce qu'on propose, c'est un métier à part entière, voyez. Et ça, ils sont vraiment très regardants au niveau de France Compétences. Alors, bien évidemment, là, on n'a qu'une heure de temps, donc je ne peux pas aller dans le détail de plein de choses. Hein. Je suis très frustrée d'ailleurs à ce point de vue-là. Mais sur la notion de métier, il y a un autre point qui rentre en ligne de compte, c'est qu'effectivement, il y a une étude à mener au niveau des anciens formés qu'on a eus. D'accord. Et l'échantillon doit être représentatif. Alors, vous en faites ce que vous voulez de la notion de représentativité de l'échantillon à fournir. Mais il faut que je démontre, si je veux vraiment aller sur le RNCP, donc dire que je forme les gens à un métier, démontrer que les gens que j'ai formés, ils mangent à leur faim chaque année en ne travaillant que de la facilitation graphique ou la facilitation en intelligence connective. C'est-à-dire, si je suis coach ou formateur consultant et que j'utilise la facilitation graphique, ça n'est pas un métier, c'est une compétence complémentaire à mon métier de base qui est consultante formatrice ou coach ou je ne sais trop quoi. Voilà. Et la notion de métier s'appréhende vraiment sur le fait de démontrer que les gens, à minima, ils se dégagent un SMIC chaque année sur uniquement
L'activité découlant de la compétence. Exactement. Donc, D'accord. ce n'est pas nous qui décidons de dire c'est un métier, c'est pas un métier. Donc là, j'attire vraiment votre attention sur, voilà, est-ce que au niveau des matériaux dont je vous parlais, donc la faisabilité, les publics que je vise, est-ce que vraiment au RNCP, quand je vise un métier, ce qui n'est pas vrai au répertoire spécifique, est-ce que je vais pouvoir prouver qu'ils en mangent et qu'ils en vivent? Eh bien, je pense que on va conclure là-dessus. Le temps imparti étant écoulé, comme on dit dans certains débats. Désolé s'il y a encore des questions qui tombent. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Eric pour ces explications et ce témoignage. Et je repasse la parole au pilote de notre projet programme Entraide. Merci, merci beaucoup, ça a été passionnant et l'indicateur, beaucoup de questions restent en suspens, est un indicateur de performance des intervenants. Donc merci, merci à eux et peut-être, nous pourrons reprogrammer un autre webinaire sur le sujet, tant ça ouvre des portes et des questions. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous allez recevoir par mail une invitation à faire une évaluation de ce webinaire. Dans le cadre de cette évaluation, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, demander à recevoir l'enregistrement de ce web. Il sera à votre disposition et à la discrétion de votre demande. Dans le cadre de cette évaluation, il vous sera proposé éventuellement de participer aux travaux de la FQP sur qualité formation et notamment aux travaux que animent donc Delphine et puis Patricia qui donc anime un groupe d'échange et de partage sur la qualité formation et où Calliope et autres problèmes qualitatifs sur la formation sont sur la table. Je vous invite à répondre à nos questionnaires et éventuellement à nous associer à nos travaux. Merci à tous pour votre participation, bon appétit et au plaisir de vous retrouver sur nos lignes et sur les lignes du programme Entraide de FQP PACA. À bientôt, bonne journée. À bientôt, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on vous laisse quitter la réunion. Merci beaucoup. Bonne journée.